suis Noémie Denen, femme neuroatypique, entrepreneur passionnée aux multiples compétences et coach holistique business et finance. Chaque mardi, je vous livre mes réflexions, mes outils, mes méthodes, mes défis et mes expériences qui, pour moi, permettent de mieux vivre votre rapport à l'argent, à votre business et aux personnes qui vous entourent. Chaque épisode invite à prendre une pause, réfléchir, trouver son alignement et l'assumer pleinement pour vivre une vie plus authentique et épanouissante. À ma façon, j'aborde mes sujets de prédilection, spiritualité, entrepreneuriat, éducation financière, vente, marketing, gestion des émotions, maîtrise de l'ego. Si mon podcast vous plaît, je vous serai infiniment reconnaissante de le partager à ceux qui, selon vous, en auraient besoin, et vous pouvez également me laisser un commentaire que je lirai avec joie. Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans le podcast Sans compromis, le rendez-vous hebdomadaire où nous explorons ensemble les chemins de la croissance personnelle, de l'entrepreneuriat et de la maîtrise de soi. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet plus intime que d'habitude, mon parcours de femme entrepreneur neuroatypique. Depuis le début de l'année, on m'a suggéré l'idée de parler de ce sujet, mais j'avoue avoir eu du mal à m'y résoudre, car c'est pour moi un sujet très personnel que j'ai eu du mal à assumer. Or, il est important pour moi, dans tous mes coachings, d'accompagner sur des transformations profondes et de rendre possible l'évolution personnelle et spirituelle. C'est pourquoi, dans ma réflexion personnelle, il est devenu logique et cohérent que je transmette les enseignements que j'ai appris par moi-même sur ce chemin. Être une femme entrepreneur est un challenge parfois, mais une femme entrepreneur neuroatypique encore plus. Et si par mon histoire je peux inspirer ou aider d'autres femmes comme moi, eh bien j'aurai le sentiment d'avoir contribué à mon niveau, et donc rien que l'idée me remplit de joie. En effet, j'aurais aimé connaître, quand j'ai débuté, d'autres femmes comme moi, pour ne pas tomber dans certains écueils, dans certains stéréotypes, dans certaines croyances limitantes sur l'entrepreneuriat qui m'ont mené à un deuxième burn-out. Alors avant de rentrer dans les détails, rappelons déjà ce qu'est la neuroatypie. La neuroatypicité ou la neurodivergence désigne les personnes qui ont un fonctionnement du cerveau différent de la norme, entre guillemets. On y trouve notamment les HPI, donc les hauts potentiels intellectuels, les HPE, hauts potentiels émotionnels, les multipotentiels, les TSA, troubles du spectre autistique, les troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité, TDA ou TDAH, les hypersensibles, etc. Il y en a d'autres. Et dans ces neuroatypies, évidemment, il y a des degrés qui vont de la simple différence de fonctionnement à laquelle on peut s'adapter et faire une force au handicap invisible. Et comme c'est pas assez, quand on a une neuroatypie, on peut être à peu près sûr qu'on en cumule d'autres, mais à des pourcentages différents. Ça, c'est pour la petite définition. Je tiens à dire que je ne suis pas du tout spécialiste de ces sujets, c'est juste un témoignage. Donc je replace mon contexte d'épisode de podcast et mon contexte personnel, puisqu'ici je ne fais que parler de mon expérience, de mes réflexions, de mes apprentissages et de mon parcours. Mon parcours lié à la neuroatypie d'abord. Il débute il y a seulement 9 ans. J'ai eu l'impression d'ailleurs en préparant cet épisode que c'était carrément une autre vie. En 2015, j'allais avoir 30 ans quand j'ai découvert que je suis HPI, donc haut potentiel intellectuel. Alors, c'est des mots qui sont parfois compliqués dans le sens où on ne veut pas trop en parler parce que ça veut dire que, ça pourrait vouloir dire que on se la pète, qu'on a un QI plus élevé, qu'on est meilleur, etc. Pas du tout, et vous allez voir que derrière ce mot HPI se cachent beaucoup de choses. Alors comment je l'ai découvert ? Pas par le hasard, puisqu'on a placé sur mon chemin beaucoup d'indices pour que je m'en rende compte. Et ces indices, c'était des personnes. Tout d'abord, pour remettre un petit peu la période et le contexte, j'ai enseigné l'histoire-géographie en lycée privé pendant 2 ans, en parallèle de mes concours pour entrer dans l'éducation nationale. Ça a été une expérience hyper enrichissante car les adolescents à qui j'enseignais étaient des jeunes qui ne correspondaient pas au moule de l'éducation nationale. Et oui, avant même de savoir que ça existait,
car à l'époque, on n'enseignait pas à l'UFM ni la pédagogie, ni la psychologie cognitive, ni rien en matière de neurosciences pour l'apprentissage, ni rien sur les troubles de l'apprentissage, etc. Donc, avant même de savoir que ça existait, j'ai été mise face à un public de dyslexiques, dyscalculiques, de précoces intellectuels, qu'on appelle donc les HPI, les zèbres, on a plusieurs appellations, les autistes, etc. Bref, un établissement pour les neuroatypiques créé par une HPI, dont la fille était également HPI. Alors forcément, ça a fait écho en moi, et je ressentais beaucoup d'empathie pour ces enfants incompris par le système scolaire classique. Alors je tiens à préciser que les HPI ont des profils très différents. Moi par exemple, j'étais excellente à l'école. Je faisais ce qu'il y avait à faire pour obtenir de bons résultats sans beaucoup d'efforts. Sans pas d'efforts du tout d'ailleurs, jusqu'au lycée où j'ai dû commencer à fournir un peu d'efforts. Mais au final, pas autant que beaucoup d'élèves. Mais ça, je l'ai réalisé qu'après. Dans d'autres cas, les HPI peuvent s'ennuyer et ne pas être de bons élèves, non pas parce qu'ils ne sont pas capables intellectuellement, bien au contraire, mais parce qu'ils n'y trouvent pas d'intérêt et qu'ils ne se retrouvent pas dans les enseignements classiques. Par exemple, dans ma famille, certains sont HPI également et ont arrêté leur cursus scolaire précocement, n'ont pas fait d'études supérieures et pourtant ils ont un QI supérieur à la moyenne. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il est important de décorréler. Avoir un QI important ne signifie pas qu'on va forcément réussir selon les critères de ce que pourrait être la réussite dans la société dans laquelle on vit. Je dis ça pour dire qu'il ne faut pas enfermer les gens dans des cases, car il y a beaucoup de profils différents, des ressentis aussi différents, des expériences différentes. Et que ce n'est pas parce qu'on a un QI très élevé qu'on réussit forcément. Il y a des spécificités neuronales et cognitives challengeantes qui peuvent être vécues comme des faiblesses, voire des handicaps. Donc 2 années d'enseignement à ce jeune public a été formateur pour moi et forcément interrogeant, sans pour autant que je me sente concernée. Et oui, parce que moi, je ne me sentais pas si intelligente que ça. Je me suis très longtemps sentie à part par rapport à mes camarades de classe, et ce pendant toute ma scolarité et toute ma vie de jeune adulte. Je n'avais pas les mêmes préoccupations, je n'avais pas les mêmes centres d'intérêt, je ne sortais pas en boîte de nuit, ça ne m'intéressait pas. J'avais peu d'amis et j'avais l'impression que cette différence par rapport aux autres jeunes, puis aux autres adultes, était liée à un manque de quelque chose chez moi. Le fait de ne pas être assez, d'être différente, de ne pas coller à ce qui devait être la norme et que je voyais être la norme et moi, ça ne m'intéressait pas, je me sentais à part. Par conséquent, quand j'ai étudié les spécificités des HPI quand j'étais enseignante, ça faisait résonance et pour autant, je ne trouvais pas que ça me concernait vraiment puisque je ne me trouvais pas intelligente comme je vous l'ai dit. À savoir une chose importante, c'est qu'une des spécificités des caractéristiques du HPI, c'est de vivre dans le syndrome de l'imposteur. Donc j'étais pile dedans. J'accélère un peu, je prends la décision d'arrêter de passer les concours de l'éducation nationale. Au bout de 5 échecs et le sentiment d'être nulle, je me suis dit que je n'y arriverais jamais et donc qu'il fallait que j'arrête. Qu'à mon âge, j'avais 28-29 ans, j'étais dans une situation précaire, encore étudiante, donc il fallait arrêter de s'acharner bêtement. J'ai eu l'opportunité de trouver un travail, sans en chercher d'ailleurs, juste en discutant avec un papa d'élève qui avait eu la courtoisie de me demander où j'en étais au niveau de la préparation de mes concours. Et je lui ai dit que j'arrêtais tout, mais je ne savais pas pourquoi faire. J'en parle parce que je lui dois beaucoup à cet homme-là. Il m'a offert un travail d'assistante de direction. Il m'a beaucoup appris. Il faut savoir que quand il m'a dit moi j'ai besoin de quelqu'un pour gérer mon activité, quelque chose comme assistante de direction, je lui ai dit mais moi je sais pas faire ça. Enfin moi tout ce que je savais faire c'était de l'histoire-géographie et j'avais jamais envisagé
de faire autre chose de ma vie que d'enseigner. Donc quand on a un pied dans l'éducation nationale, on n'a pas comme objectif de le quitter et donc de mettre en valeur ses compétences, de savoir qui on est. Tout ça, c'est des choses dont on ignore totalement l'existence. Et donc, il m'a offert ce travail, il m'a beaucoup appris et il m'a donné l'opportunité pendant 7 ans d'explorer aussi bien, évidemment, la gestion d'entreprise, en étant assistante de direction, mais aussi la voie de l'ingénierie pédagogique, puisque j'en faisais déjà quand j'étais enseignante. Il m'a fait découvrir la formation pour adultes. Il m'a fait découvrir celle de responsable commercial de son entreprise, parce qu'il m'a formée lui-même, et puis il a investi dans des formations et coaching pour moi. Et il est lui aussi HPI. Donc il a vu en moi, à l'époque, des choses que moi, je n'avais pas encore vues. Et c'est dans le cadre de ce travail qu'on a embauché une vraie assistante de direction pour que moi, je puisse m'occuper de la partie formation de l'entreprise. Et donc, cette assistante de direction, elle avait des enfants qu'elle a découvert pendant qu'on travaillait ensemble qu'ils étaient HPI. Et que elle aussi, elle est HPI, puisque j'en parlais tout à l'heure, je parlais de ma famille, généralement, il y a un lien dans l'ADN, ça se transmet. Bref, l'associé de mon boss aussi, de fil en aiguille, grâce à un très fort effet miroir, de nombreux et très longs échanges, des recherches sur Internet, et avec l'aide d'un thérapeute, j'ai découvert, j'ai eu le déclic que j'étais ce qu'on appelle HPI, ou précoce intellectuelle. Et je vous avoue que j'ai vécu plusieurs phases paradoxales, avoir envie d'en parler pour dire qu'en fait c'était ok, que j'avais trouvé pourquoi j'étais bizarre et que c'était normal d'être à part, et d'autres phases où j'avais envie de me taire car je voulais pas passer pour quelqu'un de prétentieuse, qui se sent plus intelligente que tout le monde, parce que bien souvent, j'en ai parlé dans l'épisode, je crois que c'était l'épisode 2, miroir, miroir, les gens peuvent se sentir piqués par quelque chose parce qu'ils se sentent peut-être moins intelligents, moins, et ça peut piquer les gens. Surtout, ce que j'ai envie de partager là, c'est que pendant 2-3 ans, je me suis entourée d'autres HPI avec lesquels j'ai pu échanger. Et ça fait du bien de se sentir reconnu et compris. Et j'ai lu 2 livres à l'époque qui m'ont beaucoup aidée et qui m'ont permis de relire le livre de ma vie finalement sous un autre angle, sous d'autres perceptions. Et c'est à ce moment-là que je me suis mieux comprise sur beaucoup d'aspects. Ces livres, c'est Trop intelligent pour être heureux de Jeanne Siot-Fachin et L'adulte surdoué à la conquête du bonheur de Monique de Kermadec. Alors, je vous mets les liens en description si ça vous intéresse. Ce sont des sommités. Elles en ont écrit d'autres. Monique Kermadec a aussi écrit La femme surdouée. Voilà, elles ont écrit plusieurs ouvrages sur ce sujet-là. Je vous avoue que à la lecture de ces livres, j'ai beaucoup pleuré. Certains chapitres racontaient mes faiblesses, mes paradoxes, mes difficultés, et enfin, j'avais l'impression d'être comprise, et même certains passages avaient été inspirés de moi, en fait. C'était très, très libérateur quelque part. J'ai donc commencé un nouveau chapitre de ma vie en acceptant et en apprenant à vivre au mieux mes différences. Je passe quelques années, parce que l'objet ici c'est de parler de l'entrepreneuriat, donc quand on est une femme neuroatypique, donc ça fait maintenant presque 3 ans que je suis à mon compte, en auto-entreprise et en société, et j'ai traversé évidemment plusieurs tempêtes, comme tous les chefs d'entreprise. Cependant, certaines sont liées ou ont été amplifiées par mes neuroatypies. Je dis mes neuroatypies car je suis également une hypersensible, mais aussi, et ça je l'ai appris grâce à l'entrepreneuriat, une multipotentielle. Alors, hypersensible, tout le monde sait ce que c'est quand on ressent tout, puissance 10 000. Par exemple, personnellement, je ne peux pas me concentrer quand il y a du bruit, des travaux dans la rue, ça peut me rendre folle. Je ne peux pas suivre 2 conversations, je suis très très vite parasitée.
j'ai les sens très développés. Alors je parle pas de mes capacités extrasensorielles puisque j'ai développé aussi des capacités extrasensorielles, mais là je parle vraiment de l'hypersensibilité. Une étiquette qui me gratte, ça pareil, ça peut me rendre dingue. Certains vêtements, je ne peux pas les porter au bout d'un moment, les jeans me font mal aux jambes, etc. Ça, c'est être hypersensible. Il y a d'autres caractéristiques, mais je parle de moi, puis de tout ressentir, les émotions puissance 10 000, et puis ressentir les émotions des autres aussi, d'être une véritable éponge. Ça, ça peut être une faiblesse, mais en vrai, quand on apprend à gérer ses émotions, c'est une véritable force. Et qu'est-ce que c'est qu'être une entrepreneur multipotentielle ? En résumé, c'est la capacité de développer des compétences dans plusieurs domaines, d'avoir une grande imagination, une grande créativité, d'avoir la pensée en arborescence. Alors ça, c'est aussi lié au fait d'être HPI. Il y a des critères communs, comme je l'ai déjà dit. C'est aussi avoir soif d'apprendre. Personnellement, je suis une éternelle étudiante, je suis très curieuse, j'aime approfondir plein de sujets, quitte à me disperser. Je suis quelqu'un qui digresse tout le temps. Une conversation avec moi, déjà il faut prendre du temps, je suis très bavarde, et ensuite une idée va m'en amener vers une autre, vers une autre, vers une autre, vers une autre. C'est avoir une conversation d'une demi-heure avec moi, c'est pas possible. Donc être multipotentiel, c'est aussi être très adaptable, pouvoir passer d'un projet à l'autre rapidement. Alors évidemment, ça peut engendrer quand même de la fatigue cognitive à haute dose, mais on a cette capacité-là de faire de la gestion multiprojet, et c'est ce que je fais. Je suis formatrice en école de commerce, je suis formatrice en éducation financière, je suis coach business, je suis coach holistique, je suis podcasteuse, vous le savez, depuis peu, je suis formatrice de formateurs. Voilà, je fais beaucoup de choses et tous ces sujets me passionnent. Le fil conducteur, et je vais en parler après parce que c'est quelque chose d'important, c'est la transmission. J'ai trouvé mon fil conducteur. J'en reparle après. Le pendant de tout cela, c'est quand on multiplie les tâches, on rallonge notre to-do list. Et on prend et on traite facilement plein de sujets parce qu'on est passionné, parce qu'on est capable de le faire. Sauf qu'on fait ça jusqu'à l'épuisement. Et puisque le syndrome de l'imposteur vient nous chatouiller par moments, on a du mal à s'arrêter. En effet, quand on est capable de faire beaucoup de choses très bien, on est spécialiste de rien, et donc on se sent parfois escroc. Moi, quand on me demande de me présenter en un mot, c'est extrêmement compliqué. Parce que je sais faire plein de choses. Quand on me demande mon étiquette métier, déjà, j'ai du mal à le dire en étiquette métier qui existent aujourd'hui, qui sont dans des cases. Donc, j'aime bien dire que j'ai inventé mon métier parce que finalement, j'ai créé mes coachings avec ma sensibilité, avec mon expérience, avec mes compétences, avec ce que j'ai acquis, avec qui je suis. Et je fais évoluer sans arrêt cette étiquette métier ou ces étiquettes métiers au gré de mes propres évolutions. Alors ça a toujours un sens commun, mais j'ai besoin de faire évoluer ça. Donc, parfois, on se sent escroc. En conséquence de quoi, la première année, j'ai tout donné, j'ai tout fait. J'avais des objectifs de chiffre d'affaires élevés, un gros client très exigeant. Je me suis épuisée à l'ouvrage sans écouter mon corps. Et bim, burn-out, le deuxième, moche. Toute ma vie vole en éclats, presque tous mes piliers, donc sentimental, professionnel, financier, sautent, puisqu'évidemment tout est lié. J'ai eu la chance d'être bien entourée, alors peu entourée, mais bien entourée, notamment par Laetitia, une amie chère à mon cœur, grâce à laquelle j'ai pu apprendre à sortir du mode auto-sabotage, grâce à qui aussi j'ai développé la magie en moi. Et puis surtout, j'ai appris à mettre mon hypersensibilité, mes émotions à mon service, au lieu de les subir. J'ai développé ma spiritualité encore plus pour traverser ces tempêtes et reconstruire des bases saines pour continuer mes activités entrepreneuriales. Car je n'étais pas salariée. S'arrêter de travailler, c'est ne rien gagner. C'est pas de mutuelle, pas d'aide de l'État, c'est rien du tout. Et 2, retrouver un travail de salarié,
c'était quelque chose d'inenvisageable pour moi. Je ne me voyais pas devoir me conformer à un nouveau moule. J'ai décidé donc de continuer, mais différemment, aidé par Jackson, interviewé la semaine dernière dans l'épisode 8. Il m'a aidé à lever le pied, prioriser autrement, il m'a beaucoup écouté, il a pris pour lui de nouvelles responsabilités en m'encourageant à prendre soin de moi et me demandant parfois de prendre quelques jours de vacances de ci, de là. Évidemment, il y avait ma famille, etc. Mais au quotidien, et vraiment sur des sujets très profonds, les deux personnes qui m'ont le plus aidé et qui ont su, sans jugement, m'écouter, c'était eux deux. Donc j'adore ce que je fais et j'ai eu tendance à être un véritable tyran avec moi-même. Alors aujourd'hui, je m'en suis sortie de ce burn-out. J'ai fait de mon hypersensibilité une force pour être à l'écoute et au service de mes clientes, parce que comme je vous ai dit, on ressent aussi les émotions des autres. J'ai appris à comprendre les émotions, puisque je me suis formée aussi sur le sujet. Et donc ça me permet d'accompagner au mieux. Alors attention, je ne parle pas d'hyper-empathie ou de l'empathie maladive, parce que ressentir et être malade à la place de la personne, triste à la place de la personne, en colère à la place de la personne, ça aussi, j'ai fait, mais ça c'est pas bon pour soi. Être une éponge, ça se canalise. On apprend aussi à le faire et c'est extrêmement important pour être à l'écoute et au service de ses clients au mieux. Parce que l'idée, ce n'est pas de ressentir ce que ressent le client et d'être « oui, t'as raison d'être en colère ». Non, non. Comme un bon ami ne dit pas « oui, t'as raison de ci, de ça » et puis il alimente. Non, c'est quelqu'un... Un coach comme un bon ami, selon moi, ma définition d'un bon ami, c'est quelqu'un qui va être dans un espace de non-jugement et qui va dire ok, puis va poser quelques questions pour essayer de sortir un petit peu de ça, de comprendre ce qui se passe derrière. Pour moi, le coaching, c'est pareil, c'est comme ça que je sers au mieux mes clients. J'ai fait de mon HPI et de ma multipotentialité des moyens aussi pour développer de nouvelles activités, en étant plus équilibrée et en prenant davantage soin de moi. Maintenant, je ne culpabilise pas quand j'ai besoin de dormir, je ne culpabilise pas quand j'ai une to-do list à rallonge, ce qui n'est pas bien d'ailleurs d'avoir une to-do list à rallonge, c'est la meilleure façon d'être déséquilibré, mais parfois on retombe des fois dans des travers, mais c'est bien d'en avoir conscience et puis hop, de rattraper la chose, de se mettre des disciplines, des routines, des méthodes pour prioriser, c'est hyper important. J'ai appris également à modifier mes perceptions, mes schémas de pensée, à gérer mes émotions, comme je l'ai dit, à me mettre en métaposition pour transformer mon dialogue interne, c'est-à-dire me poser en observatrice de mes pensées, de mes émotions, le plus rapidement possible. Pour illustrer la chose, par exemple, vous êtes dans un contexte de famille, hop, on vous dit quelque chose qui vous met en colère, par exemple, hop, il y a un truc en vous qui vous dit « Ah, là, t'es en colère, intéressant. » Et en observant que hop, tu t'es mis en colère, que ça a déclenché quelque chose chez toi, ça te permet de ne pas l'alimenter. Après, à toi de choisir si tu veux nourrir le débat ou si tu veux le stopper pour le bien-être de tout le monde, le tien en priorité. Et il y a des petites astuces pour sortir d'une situation conflictuelle rapidement, parce que ça va sur le moment amener pas grand-chose. Voilà, cette métaposition, elle est super pour en termes de business, pour ne pas prendre les choses personnellement, par rapport à nos relations de couple, de famille, avec les enfants, etc. C'est hyper riche dans tous les domaines de sa vie. Et j'ai appris aussi à comprendre les mécanismes de l'ego chez moi et chez autrui. C'est hyper important de comprendre en soi ce qui se joue, pas qu'en termes d'émotions et de pensée, mais tout son dialogue interne, les différentes voix, puisqu'on a la voix de l'auto-saboteur, on a l'ego, on a tout un panel de voix à l'intérieur. Donc comprendre ces mécanismes aussi chez autrui, c'est important, puisque si on détecte que là un ego a été piqué, déjà en comprenant ça, on ne prend pas les choses pour soi s'il y a une réplique.
Et ça permet de comprendre l'autre, sans forcément accepter, hein, mais d'avoir, pareil, une métaposition dans les discussions. Aujourd'hui, ma singularité, mon originalité, c'est mon super pouvoir. Alors que ça a été une blessure profonde de se sentir toujours à part quasiment toute ma vie. Et dans tous les domaines, hein, dans les domaines sentimentaux, dans le domaine professionnel, familial, etc. Et ma singularité, c'est aussi ma valeur ajoutée en tant que coach et en tant que formatrice. C'est parce que je suis qui je suis, que j'ai traversé ce que j'ai traversé, que j'ai évolué, grandi, que je me suis transformée en profondeur, que j'ai appris, que je me suis formée, que je peux servir mes clientes au mieux dans les problématiques et les défis qui ont été les miens. Le chemin de la croissance personnelle et de l'évolution spirituelle, en revanche, n'est jamais terminé, ni pour moi, ni pour personne. Sauf qu'aujourd'hui, je suis outillée pour traverser avec moins de fracas les nouvelles tempêtes, pour vivre mieux les downs de la vie. Aujourd'hui, j'ai compris que chaque tourment recèle un message, un sens caché. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais entendre ma voix pour montrer que c'est possible, en fait. Je vis mes business comme ça, je vis mes relations comme ça. La nature de la vie, en fait, c'est le changement, c'est le mouvement. Et l'immobilité n'est pas une solution de sécurité. Souvent, on veut rester dans sa petite zone de confort, qui n'est pas forcément une zone de confort, en fait, mais qui nous donne l'illusion d'être à l'abri. Sauf que ce n'est qu'une illusion. Et en vrai, on ne fait qu'accumuler des inconforts, mais dans une zone qu'on connaît. Et l'inconfort devient notre zone de confort, mais on ne s'en aperçoit pas. Donc c'est très piégeux. En vrai, dans la vie, il faut savoir s'adapter, être flexible, persévérer mais pas résister, parce que ça fait mal. Et c'est l'enjeu de chacune, de trouver un nouvel équilibre à chaque instant. Comme plier comme un roseau. Voilà. Pas se déraciner, pas s'arracher, pas subir à tout prix, mais plier. Mais rester ancré, enraciné et rester soi. Alors, si toi aussi tu es entrepreneur neuroatypique, voici quelques conseils. D'abord, et j'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes, définis qui tu es au fond de toi et ce qui est important pour toi. Ensuite, identifie tes centres d'intérêt et tes compétences. Si tu es multipotentiel comme moi ou HPI, tu peux faire beaucoup de choses ou tu peux tout faire même. Mais choisis ce que tu veux faire. C'est pas parce que tu peux tout faire que tu dois tout faire, que tu es obligé de tout faire. Non. Apprends à déléguer en commençant par des petites tâches. Souvent, on est aussi perfectionniste. Sauf que ça, quand on est entrepreneur, alors c'est bien de vouloir de la qualité, hein, c'est même essentiel, hein, avoir un service de qualité, avoir une communication de qualité, des produits de qualité, un service après-vente de qualité, etc. C'est pas du perfectionnisme, ça. Donc c'est important de commencer par des petites tâches et ça demande du travail sur soi, hein, de déléguer, et de laisser la place à l'autre, de faire les choses à sa façon et pas à ta façon, pour avoir un résultat similaire. Ensuite, autre conseil, trouve ton fil conducteur pour toutes tes compétences et tes talents, pour créer un écosystème unique qui te ressemble, mais qui soit aussi compréhensible par ta clientèle. Ça, c'est pas forcément quelque chose d'évident, mais c'est vraiment un travail à effectuer pour mettre de la cohérence. C'est important de mettre de la cohérence dans tout ce qu'on fait, sinon on s'éparpille, on prend un petit bout par-ci, un petit bout par-là, et quelque part on se nuit à soi-même. Tout en étant passionné et en aimant faire ce qu'on fait. Par contre, quand on est entrepreneur, l'idée, ok, on est passionné, mais il faut vivre de sa passion, il faut payer les factures. Voilà, c'est une entreprise commerciale, donc il faut vendre. D'accord ? Et pour vendre, il faut avoir un message qui soit clair. Et c'est extrêmement important.
Il faut également apprendre à prioriser. C'est pas forcément quelque chose d'évident, même pour moi. Même pour moi, c'est pas forcément évident, mais c'est essentiel et j'y reviens souvent à l'idée de prioriser. Et il y a un livre qui m'a... alors, il existe plusieurs livres et plusieurs méthodes, comme la matrice d'Eisenhower, qu'il faut quand même apprendre et comprendre en fait, entre ce qui est important, ce qui est urgent, ce qui est non important, non urgent. Je vous laisse regarder sur Internet. Mais la dernière lecture qui m'a vraiment impactée, c'est The One Thing, Aller à l'essentiel de Gary Keller. Alors, ce livre est en français, alors même si la première partie du titre est en anglais, le livre est en français. Et ce livre est incroyable parce que, en fait, il te fait réfléchir à le premier domino, le petit domino qui va aller renverser le dernier gros domino. En gros, quelle est l'action, la seule action essentielle pour faire bouger le domino d'après. Et en fait, c'est une réflexion qui permet d'être plus productif et d'être beaucoup plus efficace et de choisir chaque jour la priorité absolue. Alors, ce qui n'empêche, évidemment, on ne fait pas que ça toute la journée, mais parce qu'on a toujours beaucoup de choses à faire. Mais l'important, si on doit ne faire qu'une chose, c'est cette chose-là. Et quand on travaille avec un cerveau en arborescence, qu'on est multi-projets, etc., il est important d'apprendre aussi à résumer. Voilà, très important, de mettre des mots-clés. C'est un exercice que j'ai beaucoup fait, notamment, alors, grâce à Instagram, apprendre à faire une bio en quelques lignes, résumer avec des hashtags, par exemple, pitcher en 5 ou 10 minutes, ou même il y a des speed dating, des speed job dating, où on a 3 minutes pour parler de son entreprise, de son service, etc. C'est des exercices extraordinaires. Surtout quand on est multipotentiel et très challengeant. Mais je vous invite à vraiment réfléchir à aller à l'essentiel, à prioriser. Ensuite, apprends à gérer ton système nerveux et tes émotions. Même quand on est hypersensible, même quand on est multipotentiel, HPI. Alors j'ai vu aussi des reportages sur des autistes Asperger, etc. C'est possible. Alors évidemment, moi je suis pas autiste Asperger et je compare pas des choses qui sont pas comparables. Je dis juste que apprendre à gérer son système nerveux et ses émotions, c'est possible. C'est possible. Avoir du self-control, c'est possible aussi. Et surtout, sans quoi tous ces conseils ne servent à rien, prendre soin de sa santé mentale et physique. Moi j'ai été jusqu'au burn-out. Je vous conseille pas d'y aller. L'idée, c'est pas d'aller au-delà de ses propres limites. Alors oui, on peut aller au-delà de ses propres limites mentales, à savoir, y a une expression qui dit les seules limites qu'on a, c'est celles que l'on s'impose. Ça c'est vrai, mais je parle de limites d'objectifs, mais pas de limites physiques. C'est important de dissocier les différents types de limites. Les limites physiques, en fait, quand le corps crie, c'est qu'on ne sait pas écouter. En fait, c'est qu'on a franchi justement des limites. Être trop fatigué, c'est pas bon. Être malade, ça indique qu'il y a un problème parce qu'on n'a pas écouté. L'essentiel, the one thing, c'est prendre soin de sa santé mentale et physique, finalement. Avant tout, surtout quand on est entrepreneur et encore plus quand on est entrepreneur neuroatypique, à pouvoir être capable de faire énormément de choses, à apprendre tout le temps, à avoir sans arrêt le cerveau en ébullition. Il est essentiel de mettre dans son agenda des moments pour soi,
des moments pour soi, pour sa santé mentale, pour sa santé physique. Alors, en fonction des gens, ça va être aller danser, aller courir, aller marcher, ça va être peindre, ça va être colorier, ça va être faire de la musique, peu importe vos activités. Mais il faut sortir, et j'en parle en connaissance de cause, puisque je suis une bourreau de travail. Il faut sortir de ses activités passion, de son activité entrepreneuriale pour faire autre chose et pour y revenir avec joie, avec vibration, avec envie. De toute façon, le travail, il va rester là. Enfin, le travail, entre guillemets, notre activité. Parce que je dis entre guillemets, pourquoi ? Parce que moi, j'ai pas la sensation de travailler. Voilà, quand je coach, pour moi, je ne travaille pas, je sers en fait. Je sers mes clientes, mais je n'ai pas la sensation de travailler. Quand je crée mes stratégies éditoriales, quand je crée des tunnels de formation, moi, j'aime bien faire ça en fait. Quand je crée une formation, quand je suis en formation avec mes étudiants en école de commerce, dans tous les cas, j'ai pas l'impression de travailler, j'ai l'impression de transmettre, de servir, mais pas de travailler. D'ailleurs, le mot travail, vous le savez, à la base, ça signifie torture. Bref, je ferme la parenthèse. Voilà ce que j'avais envie de partager aujourd'hui. Je pourrais en parler encore longuement, mais j'avais envie aujourd'hui de dire que être une femme, être une entrepreneur neuroatypique, c'est pas fatalement vivre mal les relations avec les autres, avec les clients. Ce n'est pas forcément ne pas montrer ses émotions. Ce n'est pas rentrer dans les stéréotypes de ce qu'est un entrepreneur à succès ou comment une femme entrepreneur devrait être, devrait avoir telle posture, tel masque, ne devrait pas pleurer, ne devrait pas être sensible. Ce n'est pas devoir porter des masques, créer des personnages exprès pour ne pas montrer qui on est, pour être comme les autres. D'ailleurs, ça veut dire quoi ? Réussir, c'est vraiment propre à chacun. Pour moi, c'était important aujourd'hui de dire que déjà, parler de moi, c'était challengeant, mais plusieurs fois, on me l'a demandé. Donc, j'espère que ce que j'ai pu vous livrer aujourd'hui, ça a pu résonner en vous d'une certaine façon, que peut-être j'ai pu inspirer ou aider d'une certaine façon, servir à quelque chose à mes auditeurs et mes auditrices. Assumez qui vous êtes, assumez vos singularités, identifiez vos forces et vos talents, c'est possible, vous en avez tous, on en a tous. Et je vais terminer là-dessus, être soi sans compromis. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me poser vos questions, à me dire ce que vous voudriez que j'aborde comme sujet en commentaire. Et si vous voulez déposer un avis positif et partager cet épisode pour m'encourager, je vous en serai très reconnaissante. Merci pour votre écoute. Rendez-vous mardi prochain pour une nouvelle exploration sur mon podcast Sans compromis. Je vous embrasse.